Bon, merci aux organisateurs du festival de nous permettre de parler de cette poésie féminine qu'on essaye de promouvoir et de faire connaître dans nos recherches. Donc c'est vraiment un plaisir d'être devant vous aujourd'hui. Alors vous allez voir que nos communications sont assez complémentaires parce que Camille vient de faire un panorama général de l'époque et moi je vais essayer d'incarner ce panorama dans une figure plus particulière que peut-être vous ne connaissez pas, qui est celle de Rosemonde Gérard. Alors j'attends que... Voilà. Rosemonde Gérard. Donc pour vous parler de Rosemonde Gérard, je voudrais commencer tout de suite par lire quelques vers. J'espère que ça va peut-être pas être très très lisible, je vais essayer de lire bien fort. Et comme chaque jour je t'aime davantage, aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain, qu'apporteront alors les rides du visage si les mêmes rosiers parfument le chemin? Songe à tous les printemps qui dans nos cœurs s'entassent, mes souvenirs à moi seront aussi les tiens. Ces communs souvenirs toujours plus nous enlacent, et sans cesse entre nous tissent d'autres liens. C'est vrai, nous serons vieux, très vieux, faiblis par l'âge, mais plus fort chaque jour je serrerai ta main, car vois-tu, chaque jour je t'aime davantage, aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain. Alors, j'ai choisi cet extrait parce qu'il nous met immédiatement face à un paradoxe. On voit que Rosemonde Gérard est une poétesse qui a peut-être écrit l'un des vers les plus célèbres de notre poésie, ce fameux « aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain ». Et pourtant, elle est complètement oubliée aujourd'hui. Quand vous avez lu sur le programme Rosemonde Gérard, vous n'avez pas forcément pensé à ce vers, à cette phrase. Et donc, en cela, Rosemonde Gérard est assez emblématique du traitement qui a été réservé aux femmes poètes de la Belle Époque en particulier. Donc, un des objets de ma communication, ce sera, dans le temps qui m'est imparti, d'essayer de vous faire connaître Rosemonde Gérard et puis aussi d'essayer de comprendre dans le même temps les raisons de l'effacement dont elle a été victime dans notre histoire littéraire. Alors, je vais essayer de suivre 3 grandes directions. La première, je voudrais retracer à grands traits quelques jalons biographiques pour que vous puissiez savoir qui est Rosemonde Gérard et que vous puissiez la situer par rapport aux autres femmes poètes de son temps. Dans un deuxième temps, je voudrais dire quelques éléments de sa poétique, parce que ça peut permettre aussi d'expliquer pourquoi on l'a oubliée aujourd'hui. Et puis, dans un troisième temps, je voudrais montrer que Rosemonde Gérard est autant une autrice peut-être qu'une passeuse de littérature féminine. Alors, quelques éléments sur la biographie de Rosemonde Gérard. Rosemonde Gérard, si ça veut bien s'afficher. Oui, Rosemonde Gérard donc, est une femme poète privilégiée dans la mesure où c'est une femme destinée aux lettres. Elle baigne dans un univers qui est culturellement favorisé, puisqu'elle est la fille du comte Louis Gérard, et par cette ascendance, elle est l'arrière-petite-fille d'une femme de lettres connue, importante, qui voudra bien arriver, qui est Madame de Genlis. Madame de Genlis, qui est une femme de lettres, polygraphe, romancière, dramaturge, autrice de lettres sur l'éducation. Et donc, Rosemonde Gérard va hériter de ce don polygraphique, puisqu'elle va se distinguer, elle aussi, par sa pratique de différents genres, bien sûr la poésie, mais aussi le théâtre, la chanson, les récits biographiques, on aura l'occasion d'y revenir. Alors, son père meurt alors qu'elle n'a encore que 14 ans et lui cède une fortune considérable. Un conseil de famille est désigné et ce conseil de famille contient des membres qui sont, vous allez le voir, plutôt là aussi intéressants culturellement puisque on compte parmi les membres de ce conseil de famille Dumas fils et le parrain de Rosemonde Gérard sera un autre auteur très célèbre à l'époque qui est le comte de Lille. Donc on voit bien que Rosemonde Gérard grandit avec un parrainage masculin au capital symbolique extrêmement fort, ce qui n'est pas le cas des autres femmes poètes du temps. Sans surprise, pourrait-on dire, Rosemonde Gérard va manifester très tôt un goût pour la littérature. Dans Les Pipeaux, qui est son premier recueil publié, elle se décrit enfant, remportant tous les premiers prix d'écriture et ayant dans le cœur toute la mémoire des chansons. Ce goût pour la littérature est encouragé par son parrain, le comte de Lille, de 2 manières. Le comte de Lille l'engage à réciter des vers devant lui, et puis surtout, il va la présenter à d'autres auteurs importants de l'époque, à José María de Heredia et à Henri de Régnier, chez qui Rosemonde Gérard va déclamer ses premières compositions et commencer à se faire une réputation dans les salons. On va louer alors à la fois ses vers, mais aussi ses talents de diseuse, et Rosemonde Gérard montera parfois sur scène pour interpréter certaines de ses pièces. Donc elle a un double talent qui est à la fois d'autrice et aussi d'interprète. Et puis le salon de sa mère, Madame Lee, est un salon qui est extrêmement fréquenté par les artistes du temps, donc là aussi elle a un autre lieu dans lequel elle peut donner libre cours à son talent.
Donc on voit que là aussi, sa situation est exceptionnelle par rapport aux autres femmes poètes qui n'ont pas nécessairement ces lieux pour faire porte-voix à leurs premiers écrits. Rosemonde Gérard entre en littérature de façon très précoce. Elle n'a que 23 ans lorsqu'elle publie son premier recueil qui s'intitule Les Pipeaux, qui date de 1889 et dont sont extraits les vers que je vous ai lus tout au début de ma communication. Alors, les comptes rendus qui accompagnent cette publication sont assez intéressants parce qu'ils sont très révélateurs de la manière dont on perçoit les poésies de femmes pendant la Belle Époque. On va louer par exemple la fraîcheur, le naturel des sentiments, c'est-à-dire l'absence de technique, d'une certaine façon. On va louer aussi l'idée qu'il n'y aurait aucune trace d'effort, nulle trace d'effort, d'enfantement laborieux et douloureux. Donc la poésie jaillirait de façon totalement spontanée et naturelle encore. Donc on a bien ce préjugé dont on a parlé tout à l'heure, qui place les femmes du côté de la non-élaboration, du naturel. Mais le propos au sujet des Pipeaux est aussi élogieux, puisque d'autres comptes rendus évoquent l'originalité d'images et de factures, et puis l'art très complet, très fin, très adroit et très souple de Rosemonde Gérard. On s'attarde en particulier sur la fluidité de son vers, qui est un vers très enjambant, et ce qui lui donne une faculté très expressive. Et évidemment, ça va nous intéresser parce que ça va recroiser le vers d'Edmond Rostand, qui lui aussi est extrêmement fluide, souple et enjambant, et qui va nous poser quelques questions plus tard. Bon. Alors, cette entrée en littérature, elle est réussie, puisque Rosemonde Gérard bénéficie d'une bonne publicité dans la presse, et puis également d'une reconnaissance de la part des institutions, puisque les Pipeaux vont être primés par l'Académie française. Rosemonde Gérard reçoit le prix Archon d'Espérouse, qui est un des prix les plus importants de poésie à l'époque. Donc pour l'instant, tout semble sourire à Rosemonde Gérard, et on a un peu de mal à comprendre pourquoi elle est tombée dans l'oubli aujourd'hui. Alors, un premier élément d'explication vient d'un élément qui va bouleverser cette entrée fulgurante en littérature, puisque en 1890, donc quelques mois après la parution des Pipeaux, Rosemonde Gérard va épouser Edmond Rostand, qui est alors un poète peu connu, qui n'a publié simplement un premier recueil de poésie qui s'intitule Les Musardises, donc c'est un auteur encore confidentiel. Et à partir de 1890, l'activité de Rosemonde Gérard, l'activité littéraire de Rosemonde Gérard va devenir essentiellement une activité de collaboration. Donc ce mariage marque un tournant fort dans sa carrière pour plusieurs raisons. Alors, d'abord parce qu'elle va consacrer l'essentiel de son temps et l'essentiel de son énergie à l'œuvre de son mari. Son rôle est encore assez mal connu. On sait qu'elle est beaucoup plus qu'une inspiratrice, elle est beaucoup plus qu'une muse. Elle est un soutien matériel, elle est un soutien moral, mais aussi un soutien littéraire, puisqu'on sait qu'Edmond Rostand est soumis à des crises dépressives sévères qui interrompent les moments d'écriture. Et c'est Rosemonde Gérard qui va relancer le processus d'écriture qui s'interrompt dans ces moments-là, en récupérant les feuilles qu'Edmond Rostand a jetées à la poubelle, en recréant des passages qu'il a supprimés, voire en coécrivant avec lui certaines de ses pièces. Donc sa part dans les œuvres d'Edmond Rostand est très largement sous-estimée probablement. Pour vous donner un exemple, il n'y a pas de manuscrit de Chanteclair, qui est la pièce que Edmond Rostand fait représenter en 1910, qui soit entièrement de la main d'Edmond Rostand. Tous les manuscrits contiennent des passages de la main de Rosemonde Gérard. Donc, ont-ils été écrits par Rosemonde Gérard? S'est-elle simplement contentée de prendre sous la dictée des notes d'Edmond Rostand? Pour l'instant, la chose est encore un peu floue et méritera d'être creusée. Mais il est probable que certaines œuvres, et sans doute Chanteclair, aient été écrites à quatre mains. Pour la presse, Rosemonde Gérard cesse d'être une jeune poétesse prometteuse, comme elle l'était au moment de la publication des Pipeaux, et elle devient essentiellement femme de, épouse d'Edmond Rostand. C'est ainsi qu'on la présente. Alors je vous ai mis un petit extrait qui sera peut-être pas très lisible au fond de la salle, je vais vous le lire. Donc j'ai pris un extrait de Je sais tout, qui date du 15 août 1909, et donc on a un petit médaillon portrait de Rosemonde Gérard avec une description biographique en dessous, et on y lit « Madame Rosemonde Rostand, femme du grand poète, est également l'auteur des Pipeaux, qui furent une réponse aux musardises de son mari. » Donc on voit que tout est faux presque dans cette biographie, puisque les Pipeaux ne sont pas du tout une réponse aux musardises. Les Pipeaux ont été publiés avant, en 1889, et les musardises en 1890. Donc on voit la déformation. Rosemonde Gérard n'est plus la femme poète, elle est l'épouse du poète national du temps. À partir des années 1910, Rosemonde Gérard va se séparer d'Edmond Rostand, sans en divorcer.
Et ce n'est plus avec lui qu'elle va collaborer principalement littérairement, mais c'est avec son fils aîné, Maurice Rostand, qui est également poète. Ils vont coécrire ensemble plusieurs pièces. Je vous ai mis ici la page de garde d'un bon petit diable, qui est la première pièce qu'ils coécrivent ensemble, qui date de 1911. Il y aura encore La marchande d'allumettes en 1914 et d'autres pièces un peu plus tard. Là encore, il est extrêmement difficile de mesurer clairement la part qu'elle prend à l'écriture de ces textes, qui sont aussi une façon de lancer Maurice sur la scène parisienne, puisque Maurice a une vingtaine d'années au moment où ces pièces sont créées. Enfin, troisième collaboration, Rosemonde Gérard va écrire un grand nombre de chansons avec le jeune amant qu'elle prend après s'être séparée d'Edmond Rostand, qui est Tierko Richepin. Voilà, donc il y a un très très grand nombre de chansons qui ont été écrites à deux. Tierko Richepin qui a écrit par exemple, j'essaie de trouver un chanteur, Redaker, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, mais certaines des chansons de Redaker ont été écrites par Tierko Richepin. Alors, Rosemonde Gérard ne revient à la poésie qu'après la mort d'Edmond Rostand, assez symboliquement, avec L'Arc-en-Ciel, qui est un recueil qu'elle publie en 1926 et qui sera à son tour primé par l'Académie française par le prix Archon d'Espérouse. Donc, sa production en termes de recueil lyrique, uniquement signée de son nom, est finalement assez mince. On a deux grands recueils, Les Pipeaux en 1889 et puis L'Arc-en-Ciel en 1926, à quoi vont s'ajouter deux recueils plus tardifs qui n'ont rencontré que peu d'écho, qui n'ont pas été primés. Ce sont Féerie en 1933 et Rien que des chansons en 1939. Donc c'est peut-être un des facteurs aussi qui peut expliquer son effacement, cette production lyrique qui est quand même restreinte par rapport à d'autres femmes poètes comme Anna de Noailles. Donc on voit, pour synthétiser ce premier point sur la biographie de Rosemonde Gérard, que Rosemonde Gérard a un statut particulier. Elle est une femme poète privilégiée puisqu'elle est parisienne, puisqu'elle bénéficie d'un univers culturel favorable, ce qui la rapproche par exemple d'une Anna de Noailles ou d'une Judith Gautier. Et puis elle est encore spécifique parce qu'elle est l'épouse d'un littérateur célèbre. Là, on la rapprocherait plus d'une Jeanne Catulle-Mendès ou d'une Julia Allard. Donc autant de femmes qui ont eu une très grande visibilité en leur temps. Je vais m'attarder maintenant sur quelques points de sa poétique, rentrer un petit peu davantage dans l'œuvre, puisque tracer à grands traits la poétique de Rosemonde Gérard, c'est aussi en partie comprendre pourquoi elle a pu être effacée de notre mémoire en dépit de cette énorme célébrité dont elle a joui de son vivant. Alors, la poétique de Rosemonde Gérard je vais la résumer en 4 points, évidemment, c'est un peu réducteur, mais je n'ai pas le temps d'en dire davantage. D'abord, Rosemonde Gérard conçoit la poésie lyrique comme une authentique expression de soi. C'est le premier point. Pour elle, il y a vraiment une continuité entre le sujet biographique et le sujet lyrique. Je vous mets une citation des Pipeaux qui le montre assez bien. Elle dit « Pour composer la moindre trame sous tant de ciel déconcertant, il faut dilapider son âme et ne pas regarder le temps. » Donc on voit qu'il y a vraiment un écart avec l'impassibilité parnassienne qui pouvait être défendue par son parrain, le comte de Lille. Là, pour le coup, elle fait un écart par rapport à ses maîtres, ou en tout cas à ceux qui l'ont lancée sur la scène littéraire. Le deuxième point important de la poétique de Rosemonde Gérard, c'est que Rosemonde Gérard défend dans ses vers le primat de l'émotion. De bons vers pour elle, ce sont des vers qui communiquent un certain état d'intensité. Donc il y a le primat de l'émotion vécue. Là encore, je vous ai mis un petit extrait. Elle croit qu'un instant qui tremble peut faire un poème éternel. Elle, c'est elle. Elle parle d'elle à la 3e personne. Ailleurs, elle dit qu'elle ne fait que sans mesure frémir à tort et à travers, supposant folle créature que c'est ainsi qu'on fait des vers. Donc frémir à tort et à travers. Quoiqu'elle cherche à rendre dans ses vers un certain état d'intensité, Rosemonde Gérard ne se décrit pas comme une inspirée. Et donc, à la différence d'une Anna de Noailles, par exemple, elle ne reprend pas l'imaginaire topique de la possession, du furor poétique. L'écriture, pour elle, n'est pas un jaillissement, mais un vrai travail. Elle se décrit dans Les Pipeaux, je cite, « Tandis que, fronçant les sourcils, je cherchais vainement à mettre le soir vague en des mots précis. » Voilà, je cherchais vainement à mettre le soir vague en des mots précis. Il y a un travail qui est un effort et qui est parfois une douleur chez elle.
Néanmoins, en tant que femme poète, Rosemonde Gérard va défendre se mettre en scène en utilisant un ethos athéorique. Et c'est une chose dont on n'a pas encore beaucoup parlé, mais qui est bien connue maintenant. C'est une stratégie que la plupart des femmes poètes adoptent. Rosemonde Gérard insiste beaucoup dans ses vers sur son refus du pédantisme, sur son refus de la culture livresque. Elle se présente sans cesse comme une femme simple qui tire son savoir de la nature. Elle écrit, par exemple... Au lieu de lire dans des livres tout ce qui serait sérieux, elle ne pense qu'à poursuivre ce qu'on pourrait lire dans des yeux. Elle, c'est toujours Rosemonde Gérard. Ailleurs, elle écrit « Sous un mélèze, on est bien mieux assis qu'auprès d'un encrier ». Donc, on voit que son écriture n'est pas le fruit d'un saisissement, ce n'est pas le fruit d'un fureur poétique, mais ce n'est pas non plus le fruit d'une technique, d'un effort d'écriture. Elle se situe un peu à part. Elle se décrit, par exemple, manquant tout à fait de méthode et de logique. C'est une façon pour prendre la parole quand même. Enfin, dernier point, Rosemonde Gérard pratique un vers classique libéré. Elle choisit d'écrire en respectant globalement les règles de la versification traditionnelle, à un moment où la libération du vers, voire le vers libre, gagne du terrain. Donc tous ces éléments de la poétique de Rosemonde Gérard, cette continuité entre sujet biographique, sujet lyrique, l'expression de l'émotion, la versification traditionnelle, sont autant d'éléments qui n'ont pas du tout été valorisés par notre histoire littéraire telle qu'elle s'est construite. Le lyrisme a mauvaise presse au XXe siècle s'il n'est pas étranglé ou empêché, si le moi n'est pas diffracté ou évidé. Et donc on voit que Rosemonde Gérard adopte une poétique qui la place du côté des vaincus de l'histoire littéraire, ce qui peut expliquer aussi en partie l'effacement dont elle a été victime. C'est un effacement paradoxal parce que Rosemonde Gérard a œuvré et lutté pour la reconnaissance de la poésie féminine. Ça sera mon dernier temps. Je voudrais montrer que Rosemonde Gérard a été une passeuse. Elle bénéficie d'un statut littéraire et culturel particulier en tant que parisienne, en tant que bourgeoise, en tant que bénéficiant de l'appui de parrains littéraires très solides. Et donc ce statut lui donne une audience que les autres femmes poètes n'ont pas nécessairement. Et elle va se servir de cette audience pour défendre la poésie écrite par les femmes. Elle va utiliser pour cela 3 leviers, je vais aller assez rapidement. Pour commencer, elle donne des conférences dans les universités mondaines, que sont par exemple l'Université des Annales, où elle fait entendre cette poésie de femmes. Là, elle s'adresse le plus souvent à un public restreint, qui sont des jeunes filles, de la bonne bourgeoisie, voire de la haute aristocratie, donc à des femmes qui sont elles aussi plutôt socialement privilégiées. Le deuxième levier qu'elle utilise, c'est les prix littéraires. Et Rosemonde Gérard, je vous ai mis ici une image, elle est membre du prix Vie Heureuse, qui est l'ancêtre du prix Femina, prix qui a été mis en place pour corriger les restrictions du Goncourt, qui ne récompense ni les poètes ni les femmes à l'époque. Et donc là, elle va trouver une audience un peu plus large pour venir défendre la poésie féminine et plus largement les œuvres écrites par des femmes. Donc ça, c'est une des premières réunions en 1904 du jury Vie Heureuse. Et puis, troisième levier pour défendre la poésie féminine, Rosemonde Gérard consacre certaines de ses œuvres aux femmes poètes. Et symptomatiquement, le tout dernier ouvrage qu'elle publie s'intitule « Les Muses françaises ». C'est une anthologie de poésie féminine que Rosemonde Gérard publie en 1943, pendant la guerre. Elle a 77 ans à ce moment-là. C'est donc son dernier texte. Ce texte a une dimension testamentaire, que ce soit conscient ou non. Alors cette anthologie est intéressante parce qu'elle parcourt plus de 8 siècles de littérature féminine. Elle réunit 39 femmes auteurs. Elle s'ouvre avec les Laits de Marie de France au XIIIe siècle et elle se referme sur un choix de 19 poèmes qu'elle a Rosemonde Gérard elle-même écrit, donc c'est aussi de l'autopromotion pour son œuvre. Donc tous les chapitres suivent un plan immuable. Chaque femme est d'abord présentée par un poème inédit de Rosemonde Gérard, de longueur variable, et puis ensuite se trouvent rassemblés des extraits plus ou moins longs de l'œuvre de la femme en question. Ce qui est intéressant, c'est que Rosemonde Gérard se met au service de celle qu'elle donne à lire. Elle se revend, sa démarche est inédite et elle se revendique comme telle. Elle refuse de se prêter à l'exercice traditionnel des anthologies qui ont d'habitude pour but d'étonner le lecteur. Rosemonde Gérard écrit « Ceux qui font des anthologies ont trop souvent la volonté de montrer leur propre génie et leur originalité. Son ambition, quant à elle, est plutôt de préférer à ses préférences la vérité des autres. » Alors, Rosemonde Gérard intègre Colette à ses muses françaises, et je vais terminer là-dessus. Elle donne un fragment de La naissance du jour.
Et donc, elle arrive à faire de Colette une poète, quoiqu'elle s'exprime en prose, en nous expliquant que sa poésie est ailleurs que dans le vers. Je vous lis ce qu'écrit Rosemonde Gérard. « Lorsqu'on s'entoure de sublime, une cadence importe peu. Les vers, ce n'est pas ce qui rime, c'est quelque chose de bien mieux. » Voilà comment elle justifie l'introduction de Colette dans son anthologie des femmes poètes. Donc, pour conclure, Rosemonde Gérard est une femme poète dont l'œuvre reste majoritairement encore à redécouvrir. Et il me semble qu'il y a quelque chose chez elle qui peut encore nous toucher aujourd'hui, puisqu'il y a dans ses vers une tension entre l'exaltation du présent, des beautés de la nature, et puis aussi une mélancolie assez sourde. Rosemonde Gérard chante la beauté du présent, mais elle garde aussi en elle la déchirure du passé. Elle écrit par exemple, toujours en parlant d'elle à la troisième personne, « Mais tout le temps, elle se brise le cœur avec des souvenirs. Elle est une âme qui d'un rien s'enivre, mais ne se console de rien, ni de l'amour perdu, ni des êtres disparus. » Et il me semble que cette vulnérabilité qui s'avoue et qui ne peut pas être guérie a quelque chose à voir avec notre situation contemporaine, et en cela, elle pourrait aussi nous toucher aujourd'hui. Je fais un peu de promotion. Il y a un grand colloque international qui va avoir lieu l'an prochain, les 11 et 12 octobre 2024, à Cambo-les-Bains, dans la villa Arnaga, qui est la villa qu'Edmond Rostand a achetée et fait bâtir. Voilà. Donc, si vous êtes curieux de l'œuvre de Rosemonde Gérard, je vous invite à rester, aller voir sur le site de la villa Arnaga les actualités au sujet de ce grand colloque qui est organisé par l'Université de Pau. Merci beaucoup.